Ok. Super. On se parle sur le. Là, pour l'instant, de toute manière, les participants nous entendent pas, nous voient pas. Hein. Ok. Ah bah si, ça y est, on nous entend. Au fait, on a dû démarrer, je sais pas comment le. Bon, c'est pas grave. Allez, à tout de suite. Merci David pour cette précision. On a dû malencontreusement démarrer ouvrir la salle, mais bon voilà, c'est pas bien grave. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, il y a nos deux animateurs, nos experts du développement commercial vont nous rejoindre dans un instant, Christian Laossois et Pascal Beauchesne, qui vont pas tarder à arriver. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Superbe journée. Pour clôturer la semaine et démarrer le week-end, c'est pas mal du tout. Bonjour Pascal. Je n'étais pas sûre que tu m'entendes. Tu m'entends? Oui. D'ailleurs, tout le monde, parce que on a dû faire une manip et on a démarré le webinaire, mais c'est pas grave, comme ça. Ça permet de savoir si voilà, nos chers participants nous entendent bien, nous voient bien. Ils peuvent tester comme ça. Alors du coup, peut-être faire le test sur ton micro, Pascal, c'est plus important. Tu veux que je passe un slide pour voir? C'est ça? Non, juste parler pour être sûr que tout le monde nous entend bien. Voilà. Je veux dire, visiblement, il y a David dit qu'il nous entend tous les deux. Voilà. Super. Parfait. Et Razafia Rezoa aussi. Voilà, il y a 5 personnes qui sont en train d'écrire, donc ça a l'air de fonctionner. Pouvez-vous rappeler les horaires? Je te laisse. Alors, les horaires de la webconférence, la webconférence, la durée de la webconférence, on est sur une durée de 45 minutes à 1 heure. Ensuite, ça va dépendre aussi du nombre de questions. Donc, on pourra peut-être un peu dépasser, mais on essaye, on va pas dépasser l'heure et demie, ça c'est très clair, mais il faut compter à peu près 1 heure. Voilà. Ok. Alors, j'essaye d'envoyer un petit message à mon collègue qui va co-animer avec moi. Comme je ne le vois pas, je lui envoie un petit message. Alors, j'étais au téléphone avec lui, justement. Et, d'accord. Et ça marchait ou pas? Et le voilà. Voilà, Christian. Et donc, le son, voilà, le son doit marcher. Bonjour Pascal. Tu m'entends? Je venais d'envoyer. Oui, très bien. Bon, moi, je t'entends. Parfait. Je vois Jean-Michel, je vois Pascal. Et parfait. Je vous entends. Tentez. Quelqu'un qui dit qu'il nous entend haché. Peut-être se mettre en filaire, parfois ça peut coincer quand on est pas en filaire. Bonjour Reims. Mais le son est bon pour Gisèle. Bon, super. En effet, Béatrice, si vous avez la possibilité d'être en filaire, si jamais vous êtes sur votre smartphone, peut-être essayez de vous connecter sur votre 4G. Parfois, cela fonctionne bien mieux que sur le Wi-Fi. Bon, très heureux de vous retrouver cet après-midi pour cette webconférence sur la thématique du développement commercial. Bienvenue à toutes et à tous. Jérôme Leçon est très bien pour moi. Bonjour Jérôme. Et donc, je suis très heureux, je suis en présence de Pascal Beauchesne, animatrice et experte en développement commercial, et Christian Laossois,
également animateurs et experts en développement commercial, voilà, qui seront les animateurs de cette webconférence cet après-midi, ainsi que les 2 prochaines sessions, les 2 prochains modules. Il est 13h54, on va démarrer dans à peu près 6 à 6 minutes, hein, un peu moins de 6 minutes. Voilà, le son est OK, vous nous voyez, tout va bien. Il fait beau, comme tu dis, c'est un temps magnifique. Oui. Splendide. T'as été obligé de cacher le soleil pour. Ouais, sinon je suis ébloui. Moi aussi, j'ai baissé derrière le store, sinon on ne voyait rien. Ah oui, moi je n'ai pas tiré le rideau, ça va être bizarre. Oui, s'il y a du soleil, on va bronzer. Merci Gisèle, c'est très gentil. Merci beaucoup, mais c'est un plaisir d'être là avec vous. C'est pour ça que j'ai le sourire. C'est voilà, toujours un bon moment que je passe avec vous ici lors de ces webconférences. Donc voilà. Bonjour la Guadeloupe. Ah, super, la Guadeloupe. Sympa ça. Alors désolé, comme on est un peu tôt, j'avais pas eu le temps de finir mon café. Je vous prie de m'excuser. Oui. Ça me permet d'avoir un peu d'énergie pour la suite. Il n'est pas l'heure. Je crois qu'on voit que toi, donc c'est bon. Alors Julie, la Vendée, superbe, la Vendée, Toulouse, il n'y a pas le soleil. Oh. Oh là là, la ville rose. Bonjour la Franche-Comté, bienvenue. Et l'héros, Patricia. Oh, le Pays Basque. Marseille. Pays Basque, c'est marrant, Pays Basque, parce que je pensais à Corinne, je suis en train de faire pousser du piment d'Espelette, voilà, dehors chez moi. Donc. Ah bon, ça marche? Je n'aurais pas testé, moi. Ouais, ça marche. Bon, il est un peu froid ici, je pense, mais, le sud est très présent. Bonjour Pau. Il y a surtout des gens du sud. Hein. Ouais. Ah, Île-de-France. Ah, et la Réunion. Bravo la Réunion. Bravo. Ah, Maria Messi, c'est bien l'Île-de-France. Bourgogne. Hein. Bonjour Fontainebleau. Savoie. Charente-Maritime, les chanceux. Béatrice a des connexions. Un problème de connexion, Béatrice. Ah. Je vais voir rapidement sur mon mail, voir s'il n'y a pas des... Ah, Auxerre. Voilà, je ne peux pas y aller en ce moment, dommage. Ça fait plus de 100 km. La Rochelle. Bonjour la Charente. Bonjour les Pays de Loire. Non, j'ai pas de message de personnes qui rencontrent des difficultés. Non, tout a l'air d'aller bien, là. Oui, oui. On a déjà eu nos soucis techniques en début de semaine, donc maintenant ça va en fin de semaine. Voilà, ça roule. C'est réglé. Ça roule, c'est réglé. Non, et puis on a aussi des participants qui sont très fidèles, et c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on ne connaît pas très bien, il y a parfois des problèmes de son. Donc il y a quelques astuces pour redémarrer, rafraîchir la page, désactiver les bloqueurs de pop-up qui peuvent empêcher notamment la connexion du micro. Voilà, et puis maintenant, voilà, ils sont rodés, ils sont habitués à toutes ces astuces, et donc voilà, tout marche bien. C'est génial. Oui, j'ai appris dernièrement que si jamais on a installé un bloqueur de pub, ça peut empêcher la communication. Ouais. S'il y a des AD blocs, il faut les retirer. Et donc Amélie est addicte aux webconférences de l'ADI. Voilà. Super. Jean-Michel ou webconférence? Aux webconférences. Bon, super, il est 13h59, on va démarrer dans une minute, un peu moins d'une minute. Mais voilà, je tenais dès à présent à vous remercier de votre présence ici aujourd'hui, en plus par si beau temps. Vous pourriez voilà, être en train de travailler en extérieur, c'est possible. Hein, mais voilà, vous êtes là avec nous et vraiment, c'est un plaisir.
Jour bon, Catherine, jour bon. Rinka. C'est bien en voyage, en fait. Ouais. Le Lauragais, superbe. Yoharana, tout le monde. C'est pas la Polynésie. Martinique, waouh. On a une idée, Jean-Michel, du nombre de gens Polynésie, ça c'est loin. Waouh. Waouh. Ah, c'est polynésien, oui, la Polynésie. Il est quelle heure en Ah, et Polynésie? on a là pour l'instant 123 personnes et donc il est à 14 heures pile poil à ma montre. Alors, Et je vous propose donc de démarrer cette webconférence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence donc sur la thématique du développement commercial, les fondamentaux de la stratégie de communication commerciale. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous et notamment aussi parce que nous avons des animateurs, donc Madame Pascale Beauchesne et Monsieur Christian Laossois, des experts de la thématique du développement commercial. Donc bienvenue, bienvenue Pascal, bienvenue Christian. bonjour à tous. Bonjour, bienvenue, bonjour à tous. Et donc cette webconférence avec une durée d'à peu près 45 minutes et 1 heure, on pourra éventuellement dépasser en fonction de questions. Elle est enregistrée, le support et la vidéo vous sont communiqués à l'issue de la webconférence. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer. Donc, au programme, donc sur ce parcours, hein, on a souhaité vous proposer un parcours de développement commercial en 3 modules, 3 webinaires. Donc aujourd'hui, on va parler des fondamentaux de l'approche commerciale. Lundi après-midi à 14 heures, la deuxième partie, on abordera les questions d'organiser ses actions commerciales. Et enfin, le mercredi 20, nous conclurons donc ce parcours de 3 modules avec le webinaire sur transformer ses prospects en clients. Donc, on espère que bien évidemment vous nous suivrez pendant ces 3 modules et on sera ravis d'être avec vous. Donc, un petit mot d'introduction, je sais que vous êtes avec nous, vous nous suivez depuis très longtemps, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc nous sommes une association reconnue d'utilité publique avec plus de 30 années d'expérience. Pendant ces 30 années, nous avons financé et accompagné plus de 140 000 entreprises et nous avons développé une véritable expertise dans la création et le développement d'entreprises. L'ADI, c'est un réseau d'agences présents partout en France métropolitaine, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais également en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce réseau, vous allez retrouver plus de 1300 bénévoles et je suis très heureux aujourd'hui d'être avec donc Pascal et Christian qui s'engagent à l'ADI et auprès des porteurs de projets. Donc plus de 1300 bénévoles et plus de 500 permanents salariés donc présents partout en France. Qu'est-ce que nous vous proposons à l'ADI? Des webconférences, mais également du conseil, de l'accompagnement, des solutions de financement et d'assurance au service de la réussite de votre projet. Sans plus attendre, moi, comme d'habitude, je vais m'éclipser, je vais sur le côté, mais je reste avec vous et je laisse la parole à mes chers animateurs. À tout à l'heure. Ok, donc c'est moi qui vais commencer et puis on alternera avec Christian en fonction de, je dirais, de nos appétences sur les sujets. Donc on va commencer par les fondamentaux aujourd'hui, comme vous l'a indiqué Jean-Michel. Alors, quel est l'objectif de ce module? En fait, on va vous présenter les fondamentaux commerciaux de votre activité, nécessaires à votre activité. Assez classiquement, on trouve évidemment votre cible, donc les gens à qui vous souhaitez vendre votre produit ou votre service, vos concurrents et également votre offre. On parlera, l'objectif, c'est aussi le positionnement de votre offre sur le marché. Et enfin, on terminera par la capacité que vous devez avoir à savoir parler de votre offre, c'est ce qu'on appelle classiquement avoir un bon pitch. Et donc, on terminera la session aujourd'hui sur le pitch. Voilà, donc je passe la parole à mon camarade Christian. Bon, merci Pascal. Bonjour à tous. Alors, je vois que mon nom, il y a juste écrit là au soir, mais je m'appelle Christian. C'est tout de même plus simple. C'est la première fois que j'interviens en webconférence, donc si jamais j'ai des couacs, vous m'en excuserez par avance. Donc aujourd'hui, on vous parle, on démarre sur les fondamentaux
Alors, j'essaye d'avancer. Voilà, ça marche. Alors, le fondamental, quand on est commerçant, c'est de trouver des clients. C'est tout de même la base de l'ensemble de l'activité, c'est d'avoir des clients. Alors, pourquoi? Parce que d'avoir des clients, c'est essentiel, non pas pour avoir des clients, mais il faut savoir que quelle que soit votre activité, vos produits, les types de clients, les réseaux de distribution, euh, vous avez créé votre entreprise. Pourquoi? Pour en vivre, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. C'est ça qui est important. Et il est où cet argent? Eh bien, il est dans les poches de vos clients. Donc, tout le but de cette formation commerciale, c'est de faire passer l'argent de la poche de vos clients à votre poche. C'est comme ça que vous allez développer votre entreprise. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive tout seul. L'argent n'arrive pas sous la patte d'un cheval, comme on dit. Il faut construire, il faut donner du mal, il faut construire sa démarche pour trouver ses clients et leur vendre quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui se construit, et comme toute construction, il y a un socle, des piliers, un toit, ce que vous voyez devant vous, une sorte de beau temple grec. Et les piliers, en fait, ce sont les bases de la connaissance que vous devez avoir pour pouvoir établir votre stratégie, la définir. Ensuite, quand votre stratégie sera définie, vous pourrez alors commencer votre prospection, et la prospection va vous permettre de trouver des prospects que vous transformerez en clients. Ça sera la fin de l'acte de découverte, de trouver des clients. Donc, voilà les bases, les piliers, les colonnes de votre temple, l'offre, c'est-à-dire ce qui est lié à votre produit, le marché sur lequel vous allez vendre, la cible que vous choisirez, et ensuite, comme disait Pascal, avoir un pitch, c'est-à-dire savoir convaincre, savoir vous vendre. Logiquement, toute cette démarche devrait déjà être faite avant de commencer votre activité. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des gens qui sont des vendeurs qui sont tellement confiants en leurs produits et qui sont sûrs de connaître les gens à qui ils vont le vendre, qu'ils se lancent tout de suite avec « voilà, j'ai mon produit, j'y crois, je sais que ça va bien marcher, donc je vais le vendre. Je vais le vendre à mes amis d'amis, et comme ça, je vais me développer. » Et souvent, lorsqu'on démarre comme ça s'arrête au bout d'un certain temps, parce que c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Vous vendez à vos amis, et puis bon, vos amis vous aiment bien, donc ils vont aller voir vos amis, mais après ça s'arrête, parce que les amis de vos amis, pour les convaincre, ce n'est pas uniquement parce que le produit est là qu'il se vendra. Donc réfléchissez avant de démarrer, et même si jamais vous avez démarré et que tout d'un coup vous vous rendez compte au bout de 6 mois, 1 an, qu'il faut ramer, que les clients que vous avez, ils ont acheté, ils ne rachètent pas. Les nouveaux clients, vous ne les voyez pas très bien. Et vous vous dites, bon, il faut que je trouve des clients. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avant. Si vous ne l'avez pas fait, il est toujours temps de le faire. Et même si jamais vous avez une activité qui a 1 an, 2 ans, il est nécessaire, je pense, de réactualiser régulièrement ce genre d'études, parce que le monde change, vos clients changent, et il faudra bien que vous trouviez de nouveaux clients. Donc, n'hésitez jamais à prendre un peu de recul par rapport à la vie de tous les jours pour réétudier votre offre, le marché, la cible et votre stratégie. Je vois ne pas considérer les clients comme acquis pour toujours. Très bonne remarque. Je suis tout à fait d'accord. Un client gagné, surtout si c'est du consommateur, est un client perdu. Donc, oui, un client n'est jamais définitivement gagné. Alors, je suis sûr que lorsque vous vous êtes lancé dans cette grande aventure de la création d'une entreprise, ou si jamais vous avez envie de vous y lancer, vous avez en tête une idée,
un besoin, une envie vraiment de faire quelque chose, quel que soit le produit, le service. Vous n'êtes pas réveillé un jour comme ça en disant ah tiens, je vais vendre des confitures. Non, vous avez le projet a mûri, vous avez ça en vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et si vous vous lancez, c'est parce que vous avez envie non seulement de gagner de l'argent, tant mieux si vous en gagnez, mais de démarrer quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines activités, comme par exemple la VTC. Il y a des gens qui font ça parce qu'il faut vivre. Donc, bon, si je suis VTC, je fais ça pour gagner de l'argent. Mais je peux aussi aimer conduire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le business model. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Mais il y a une règle de base dans la vente, c'est qu'il y a 3 points fondamentaux. Un produit ne se vendra que s'il satisfait au moins un des besoins de vos clients. Si le client n'a pas besoin, ce n'est pas la peine. Ensuite, la deuxième règle, c'est qu'il faut que ce produit réponde mieux à ses besoins qu'un produit concurrent. Et enfin, si jamais il y a des concurrents, le client vous l'achètera si jamais c'est moins cher que la concurrence. Alors bien sûr, on parle à qualité égale, c'est tout de même important. Donc ces 3 règles, c'est la base du commerce. Si jamais ces 3 règles ne sont pas respectées, la vente ne se fait pas. Et quelque chose que je rajoute, mais qui est, je pense, aussi fondamental et qui le sera, je crois, de plus en plus, c'est que le client ait confiance en vous. Alors, excusez-moi, il fait beau. Pourquoi? Prenons le cas tout bête, un marchand de pommes. Il veut vendre des pommes, vous achèterez des pommes si jamais vous avez envie de manger des pommes. Ensuite, vous allez le voir, ces pommes sont bien brillantes, elles sont belles, donc vous serez plus attiré vers ces pommes parce qu'elles seront plus tentantes. Et ensuite, si à qualité égale, il est 50 centimes de moins, vous choisirez le vendeur qui vend le moins cher et quel produit qui correspond à vos besoins. Ça, c'est la base. Mais admettons que votre vendeur de pommes, il vous dit « Ah, venez chez moi, ma petite dame, venez, elles sont belles mes pommes, regardez, elles sont belles, elles sont magnifiques, elles ne sont pas chères. Vous verrez, vous serez content, elles sont très bonnes. Vous achetez 1 kilo de pommes, vous rentrez chez vous, elles sont fades, elles n'ont pas de goût. Vous ne retournerez pas chez lui. Il aura fait une vente, mais il n'aura pas fait plus de ventes. Donc, la confiance est quelque chose qui est essentiel si jamais vous voulez établir une relation de confiance avec un client, c'est-à-dire pouvoir vendre et continuer à vendre. Alors, un autre point qui est aussi vraiment très très important et auquel on ne pense pas souvent parce qu'on est créateur de son produit ou de son service, c'est ce que l'on appelle sa valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? C'est ce qui permet de différencier votre produit par rapport à un autre. Qu'est-ce qu'il a de plus en termes de fonctionnalité, en termes de prix, en termes de design, en termes de modernité? Qu'est-ce qu'il a de plus? Pourquoi un client achèterait-il chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Je reviens sur mon marchand de pommes. Il a un produit qui correspond à vos besoins, vous avez confiance en lui. Pourquoi vous allez acheter chez lui? Parce que ça correspond mieux, mais il faudrait bien mettre quelque chose en avant, parce qu'il y en a peut-être un qui sera exactement comme lui. Donc comment ce vendeur va mettre en avant, grâce à une valeur ajoutée de son produit ou de son offre, afin d'être encore plus percutant par rapport à la concurrence? C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce marchand de pommes? Il est producteur. Il pourrait mettre un panneau. Je suis producteur, les pommes viennent de chez moi. Je ne les ai pas achetées au Hall ou chez un autre vendeur. Je sais qu'est-ce que c'est, quelles sont les races de pommes, et je sais qu'elles sont bonnes parce que c'est moi qui les ai créées. Donc, par rapport à un marchand de pommes qui achète des belles pommes à un prix compétitif, qui est sérieux, comment vous allez vous différencier? En mettant en avant
votre statut de producteur de pommes. C'est un exemple, il y en a des tas, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important, cette mise en avant du produit qu'on appelle la valeur ajoutée. Pour les gens qui connaissent, qui ont pratiqué les Américains, ce qu'ils appellent l'USP. Et c'est assez parlant, c'est ce qu'on appelle le Unique Selling Proposition, c'est-à-dire la proposition. Qu'est-ce que la proposition? Ma proposition a d'unique. Donc, vous avez vu qu'il faut penser en termes de connaître son produit, connaître son offre, comment on va la positionner. Je reviens à mon temple grec. Voilà, on est à la première partie, le premier pilier, la première colonne de ce temple, c'est mon offre. Ses caractéristiques, sa valeur ajoutée par rapport au marché, par rapport à ce que veut le client. Comment faire pour analyser son offre et bien la définir, comment la positionner? Il y a un bon bout de temps, je veux dire dans les 30 ans, 40 ans, on va dire à peu près, un système qui est mis au point qu'on appelle le 4P. Alors, je pense que certains d'entre vous, je suis en train de regarder si quelqu'un en parle, le CAB, oui, mais pas encore. Le 4P, c'est un américain. Produit, prix, alors ça fait product, price, promotion ou communication, et place, ce qui veut dire distribution. Donc, c'était les 4P et on classait et on argumentait, on mettait en avant son offre en se servant de ce moyen un peu simple, mémotechnique, qui est les 4P. Alors, qu'est-ce que l'on met dans ces 4P? D'abord, les produits. Alors, il y a bien sûr votre produit, mais le produit n'est pas qu'un produit. Prenons n'importe quel produit, une pomme, etc. Il n'y a pas qu'une pomme. Vous avez une gamme. Vous avez différents. Vous pouvez, si vous êtes vendeur de fruits, vous pouvez avoir des pommes, mais aussi d'autres fruits. Et puis après, vous pouvez avoir d'autres. Donc, là, vous vendez un produit. C'est le produit lui-même avec ses fonctionnalités, les services qu'il rend, mais aussi, on va aussi un peu plus loin, comment est-il emballé? Est-ce que c'est un produit qui se conserve? Est-ce que c'est un produit qui a une date limite de consommation? Que sais-je? Est-ce que c'est un produit qui est un composant d'un autre produit? Etc., etc. Donc, quand vous réfléchissez à votre produit, c'est tout ce qui tourne autour du produit lui-même. La fabrication, est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est étranger? Etc., etc. Donc, vraiment tout ce qui est lié au produit. Ensuite, le prix. Le prix, ce n'est pas uniquement un prix. Ce n'est pas la baguette qui vaut 95 centimes. C'est le tarif. Dans le monde commercial, il faut savoir, est-ce que vous vendez en B2B, c'est-à-dire à des commerçants, ou est-ce que vous vendez à B2C, c'est-à-dire vous vendez à des consommateurs directement. Et le prix n'est pas un prix juste X francs, c'est X francs, mais compte tenu d'autres choses. Par exemple, si vous en achetez 10, vous pouvez peut-être avoir une remise. Il y aura un prix quantitatif. Aussi, vous pouvez aussi faire des rabais ou des ristournes pour des clients fidèles, pour des gens qui consomment régulièrement et qui ont l'habitude d'acheter chez vous. Donc, vous voulez les fidéliser et vous leur faites une ristourne de fin d'année parce qu'ils sont bien commandés. Ils ont atteint un chiffre d'affaires budgété que vous avez vu ensemble. Par exemple, il y a, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a des soldes régulièrement. Donc, les gens vont revenir. Si c'est une industrie, vous pouvez les faire payer à 30 jours, ou à 60 jours, ou à 90 jours, selon le marché. Qu'est-ce qui constitue un prix? N'oubliez pas non plus, quand vous vendez par revendeur, que le revendeur, lui, ne va pas acheter à 100 pour revendre à 110. Comme vous avez besoin de marge, lui aussi a besoin de marge, il a des frais. Donc, quand vous allez définir une grille de prix, non seulement vous allez mettre le prix qui vous permet de vivre, c'est-à-dire qu'il va vous dégager une marge suffisante pour pouvoir travailler, mais quand vous passerez par un revendeur, lui aussi devra avoir une marge pour pouvoir travailler. Donc,
faites attention que le prix que le revendeur va vendre le produit que vous l'avez vendu n'arrive pas à des sommes trop importantes et devienne hors marché. Donc, quand vous vendez par un intermédiaire ou par un revendeur ou un distributeur, il faut que vous voyez avec lui jusqu'à quel point la chaîne va être possible pour que le prix public à la fin soit acceptable. N'oubliez pas non plus que lorsqu'il y a des ventes directes, je pense à des ventes sur plateforme ou sur des sites e-commerce, le réseau est en cours, les prix peuvent être plus bas que des prix qui sont par revendeur, mais les services ne sont pas les mêmes. Donc, cette politique de prix n'est pas à prendre à la légère parce qu'on n'y pense pas toujours, parce qu'on calcule son prix et un prix à un premier échelon, mais il faut aller jusqu'au bout. Quel sera le prix final au consommateur et ce prix est-il psychologiquement adapté et est-il conforme au marché? Donc, c'est à ne pas négliger, c'est vraiment important. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour vendre le produit? Alors, il y a deux types, en gros, de communication. Il y a ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire que vous, en tant que vendeur, vous allez pousser le produit, vous allez faire de la publicité, vous allez dire aux gens achetez ça, vous allez aller sur des salons en disant regardez, testez. Vous allez faire des relations publiques pour que ce produit soit connu. Ou alors il y a ça c'est le push, vous le poussez vers le client, ou bien vous faites venir le client chez vous. Ce sont des offres d'essai, c'est contactez-nous, on va prendre rendez-vous. Les gens sont intéressés par votre produit et ils vont aller vers vous. Ensuite, la distribution, comment vous allez vendre ce produit? Alors, ça dépend du produit, bien sûr, mais il faut raisonner à l'endroit où vous allez le vendre. Est-ce que c'est une grande surface? Est-ce que c'est une petite boutique? Est-ce que vous allez utiliser des canaux? Est-ce que vous avez un assortiment important? Est-ce que vous avez une logistique qui vous permet de livrer sous 8 jours ou sous 48 heures? Ou je ne sais pas, ça dépend du produit, bien sûr. Tout ça, à ne pas oublier, quand vous vendez, par exemple, vous faites par exemple un dépôt-vente. N'oubliez jamais que le dépôt-vente, la plupart du temps, il est, comment dirais-je, vous n'en êtes pas maître. Vous dites au vendeur, mon produit, je le mets en vente, je pense à l'habillement, j'ai une robe ou des robes, je vous les mets en dépôt-vente. Le client, la boutique ne va pas vous payer. En plus, il va prendre une marge qui va être de l'ordre de 30, 40, 50%. Ça dépend des relations de la boutique et si vous êtes connu. Et en plus, ce produit risque d'être abîmé puisqu'il va être manipulé. Donc, là aussi, il y a une corrélation entre le prix et la distribution. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous donnez le produit à quelqu'un d'autre, il vous échappe. Alors, ça, je vais essayer de vous le concrétiser par, non pas un produit, mais un service. Alors, j'ai pris un exemple tout simple, d'une société de service, une SAP, une société de service à la personne qui fait du ménage, du repassage et autres petits travaux. Donc, quel est son produit? C'est une société, c'est des gens qui viennent, il n'y a pas de robot encore. Donc, son produit, c'est du personnel qui vient chez vous faire le ménage. Donc, il est qualifié, il a des références, il est efficace, il nettoie bien, il va derrière les portes. En plus, donc ça, c'est la première partie de votre produit. La deuxième partie de votre produit, entre guillemets, c'est la personne qui va utiliser, enfin, le produit que va utiliser la personne. Il faut des produits de bonne qualité, les produits sont professionnels, ils peuvent être bio selon l'offre, etc. Donc, vous avez là une offre produit qui est une personne et les produits qui vont avec. Ensuite, vos prix, vous vendez vos services à l'heure, mais bien sûr, il y a des abonnements forfaitaires au mois, à l'année, et selon la durée de l'abonnement, c'est plus ou moins intéressant. Ensuite, la place. Comment vous allez vendre? Bon, là, dans ce cas-là, c'est facile. Vous allez vendre, comment vous allez vendre? Où est-ce que vous allez vendre? Vous allez chez lui. Vous allez prendre rendez-vous, voir le logement à nettoyer, l'état du logement, et ensuite, quand vous aurez défini les travaux à faire, vous venez, les femmes de ménage viennent à domicile faire le ménage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme type de promotion pour quelque chose qui est assez simple? C'est souvent local.
Ben, vous allez mettre des flyers autour de chez vous, dans les boîtes aux lettres, vous allez mettre les petits papiers chez les commerçants, et vous allez, dans vos flyers et vos publicités que vous allez pouvoir déposer, dire, voilà, faites-nous confiance, nous sommes des professionnels du nettoyage à domicile. Avec nous, vous serez sûr que votre maison, elle sera saine, elle sera toute propre après votre passage. Donc, vous serez content de nous. Donc, c'est une offre qui est assez bien construite et vous vendez un produit qui correspond à un besoin. Je regarde les commentaires rapidement. Étude de marché permet de cibler les clients. Oui, c'est la base pour cibler, mais après, à partir de votre étude de marché, quand vous ciblerez, ça sera une réflexion pour cibler. D'accord ? Alors, j'en suis où ? J'ai du mal, je suis allé trop vite. Voilà, j'en suis là. Bon, maintenant, on va un peu avancer dans le temps. C'était il y a 20-30 ans, et vous avez bien ressenti que dans ce schéma, on partait d'un produit ou d'une entreprise, et vous alliez le produit, le prix, la promotion et la place, donc et la distribution. Donc, on part du produit et on va vers les clients. Dans les années, on va dire 2000 à peu près, le monde a changé, les individus ont changé et de plus en plus, la personne a pris beaucoup plus d'importance que le produit. Et l'offre produit, et on passe, en tant que vendeur, on passe de l'offre produit à la satisfaction d'un besoin. Ce qu'on appelle comment passer de l'autre côté du miroir. Donc maintenant, qu'est-ce qui est au centre ? Ce n'est plus l'entreprise qui va vers les clients, c'est le consommateur. Le consommateur, c'est votre client. Hein. C'est le consommateur qui est au centre de toute cette action. Vous ne vendez plus un produit à un consommateur, vous vendez un produit qui va satisfaire son besoin. Ce n'est pas la même chose. Vous partez de lui, il va falloir le connaître bien sûr, et vous allez lui proposer qui va lui correspondre. C'est quelque chose dont il a besoin. Ensuite, le prix. Vous ne dites pas ça vaut 1 franc, 100 francs. Non. Le prix, c'est la somme d'argent que le consommateur, votre client, est prêt à mettre pour avoir votre produit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un prix tout bête, c'est un prix en fonction de ce que votre produit va lui apporter. Ensuite, la promotion. Bon, bien sûr, vous pouvez faire des flyers, avoir un site, etc. Mais de plus en plus, les gens ont une communauté, ils ont des réseaux. Et c'est de plus en plus important. Les gens ne sont plus solitaires, ce sont des réseaux. Et les modes d'interaction de l'un à l'autre et par rapport à un produit ont beaucoup d'importance. Les commodités d'achat, avant on allait acheter des courses, j'avais des catalogues, si vous vous rappelez, genre La Redoute. Maintenant, c'est plus ça du tout. Vous le savez encore mieux que moi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus jeunes que moi, mais on veut avoir le produit demain. On veut ne plus se déplacer. Pourquoi aller dans un magasin de bricolage pour acheter une perceuse ? J'ouvre un site, je vais sur n'importe quelle grande chaîne de distribution de produits de bricolage et je choisis le modèle en fonction des caractéristiques. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, comment dirais-je, adapté à nos modes de vie d'aujourd'hui. Et quand vous regardez les deux petites images, à gauche, c'est une magnifique Ford T, c'est vraiment le produit pour aller d'un point à un autre, et à droite, vous avez un petit homme devant une pomme qui s'appelle Steve et qui tient un smartphone. Voilà l'explication, enfin, la visualisation de ces deux méthodes qui sont vraiment différentes. Pour en revenir au smartphone, le besoin d'un client, ce n'est pas de téléphoner. Non, le besoin du client, c'est d'avoir quelque chose qui va le suivre partout, qui va lui donner plein de renseignements, qui va être son bureau portable, voilà son besoin. En plus, il faudra avoir quelque chose qui est très fin, qui tient dans une poche. Le téléphone, qui est à la base, est oublié. Le coût d'un smartphone, il varie entre 500 et plus de 1000 euros. Et quand on dit que ça satisfait son besoin, pourquoi on arrive à vendre des smartphones à 1000 et quelques euros ?
C'est tout simplement parce que, non pas parce que la technicité le justifie, bon, bien sûr, c'est les derniers développements, il y a des caméras qui sont meilleures, mais c'est surtout pour satisfaire son besoin qui est de montrer qu'il a un beau téléphone, que c'est le dernier qui vient de sortir et qu'il est capable de se le payer. Le prix n'est pas l'élément le plus important. La communauté, pareil, quand vous prenez un smartphone, les gens sont toujours, comme on dit, avec le pouce et l'œil, en train de défiler toutes les images sur Facebook, sur Insta, LinkedIn, etc. Donc, c'est vraiment les modes de la communauté différents. Et les communautés d'achat, je suis sûr que 80 ou 90% des achats d'un smartphone se font en ligne, ou alors dans un magasin Apple. Mais c'est tout. Voilà, donc l'effet miroir. Alors, je reviens sur le 4C en revenant un peu dans le détail. Quels sont les besoins quand vous allez devoir répondre à ces 4C, les étudier? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les besoins, les attentes fondamentales, la sécurité, la nouveauté, les services rendus. Ensuite, le coût. Bon, quel prix est-il, quelle somme le client est-il prêt à mettre? Et le prix psychologique, et à quel arbitrage? Est-ce qu'il va acheter tel prix en fonction de telle chose ou pas? Qu'est-ce qui va le faire se décider? Ensuite, la communauté, vous savez qu'elle a plus d'importance, de plus en plus d'importance, non seulement entre consommateurs, mais aussi entre fabricants ou créateurs et les clients. Et la commodité d'achat, de plus en plus, on veut que ce soit vite fait, rapidement livré et que l'on ait du choix. Il y a des tendances qui se développent un peu en ce moment. Par exemple, en Corée, il y a les jeunes qui reviennent, ça change, vers allez, entre filles, on va se faire une tournée des petits magasins de fripes où il y a la mode qui commence à naître. Parce qu'on en a assez d'acheter comme tout le monde. Donc, vous voyez, ça change la communauté d'achat. C'est quelque chose qui varie avec le temps. Je reviens à mon exemple de société de service à la personne. Vous avez vu la première méthode avec le 4P, comment on vendait un ménage bien fait par des professionnels avec des bons produits. Et bien maintenant, si vous êtes à la tête d'une société de nettoyage, par exemple, ou de service à la personne, ben vous allez dire, quand vous allez faire votre choix, bon, ben moi, je ne m'adresse pas à tout le monde, je vais m'adresser, parce que c'est mon choix, je vais m'adresser à des personnes actives qui ont un emploi du temps qui les déborde, avec des enfants à 80%. Alors, je n'ai pas mis femmes, mais en moyenne, c'est les femmes qui s'en occupent, et qui trouvent que vraiment le ménage, ça n'a aucun intérêt, c'est une corvée, et j'ai vraiment autre chose à faire. Mais tout de même, moi, ce que je veux, et ça, c'est mes besoins, c'est avoir un intérieur qui soit propre, bien rangé, tout comme si je le faisais moi-même. Donc ça, c'est le besoin de la clientèle. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec je vous vends des bons produits et le ménage sera bien fait dans les petits coins. Quel coût? Eh bien, les tarifs, c'est secondaire. À partir du moment où vous avez une maison à l'intérieur qui est bien faite, il faut qu'il soit raisonnable, mais plutôt cher, mais ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Donc, le prix n'est pas le point sur lequel ça va tiquer, sauf si vous êtes hors marché, entre guillemets. Commodité d'achat, bon, il faut que ce soit simple. On va sur Internet, on clique, on cherche la société ou sur une plateforme, on va sur une société, on regarde quels sont les prix, quelles sont les références, etc. Ou on va chez Lulu dans ma rue. Et vous pouvez là aussi avoir au niveau de la commodité une aide, par exemple mettre en place un service, le CESU, le chèque emploi service. Simplifiez-vous la vie, on va vous aider à le mettre en place. Et une fois que ça tourne, vous ne occuperez plus de rien, sauf de payer à la fin du mois. Et la communauté d'interaction, comment ça se passe? Plutôt que de mettre des petits papiers chez les commerçants, quand vous allez, parce que vous avez la possibilité, aller prendre l'apéro chez vos voisins, c'est qui ta femme de ménage? Comment tu fais? Comment ça se passe? Et là, il y a aussi un signe de réussite sociale. Ben moi, j'ai une femme de ménage qui vient tous les jours et qui s'occupe de mon intérieur comme si c'était moi. L'accroche que vous allez utiliser, c'est vous allez adorer rentrer chez vous. Je pense que certains l'ont déjà entendu. Je cite mes sources. C'est Shiva. C'est une société de nettoyage de la personne. Et
Donc, cette société a vraiment bien compris le besoin. Si vous avez écouté les messages pubs il y a 1 ou 2 ans, c'était en 2 mots le suivant. Madame, vous rentrez chez vous après une journée épuisante, vous êtes fâché avec votre patron, ça a été très difficile, vous rentrez chez vous, vous êtes harassé, vous ouvrez la porte, vous rentrez, les machines à laver ont été vidées, le linge est étendu, le dîner est dans le salon, et dans le four, vous n'avez plus qu'à sortir du four, la table est mise, vous mettez les plats sur la table, vous appelez vos enfants, vous mettez les pieds sous la table et tout est fait. Voilà, qu'est-ce que c'est? Le rêve. Qu'est-ce que vous avez vendu? Non pas un ménage, vous avez des heures de ménage, vous avez vendu du rêve. C'est une valeur ajoutée. Voilà, alors, un moyen technique, parce qu'il faut être, je pense, vraiment concret, je vous conseille c'est scolaire un peu, de faire un tableau à 4 entrées avec le 4P pour commencer, parce que c'est facile, c'est concret, on parle de son produit. Donc vous mettez les cases produit, qu'est-ce que fait mon produit, à quoi correspond, qu'est-ce qu'il peut faire. Ensuite la case prix, combien je le vends, à qui je le vends, quelle est la fourchette de prix. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme promotion et comme communication. Une fois que vous avez fait ça, surtout les parties prix et produits, vous connaîtrez déjà bien votre produit. Ensuite, vous allez passer au 4C, parce que là, vous aurez déjà avancé, et vous allez dire, bon, le client à qui je vais le vendre, de quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses besoins? Quels besoins je vais satisfaire? D'accord? Et en faisant ça, alors évidemment, il faut se creuser un peu la cervelle, réfléchir, en parler autour de vous aussi, pour voir si le produit correspond bien aux besoins que la personne va avoir. D'accord? C'est un exercice qui est, comment dirais-je, scolaire, j'ai déjà dit, mais qui est nécessaire parce que ça vous permettra de bâtir ensuite, par la suite, les argumentaires pour vendre. Alors, ensuite, eh bien, je pense que je repasse la parole. À Pascal. Oui, merci. Vous m'entendez bien parce que j'avais coupé mon micro pour éviter qu'il y ait de l'écho. Donc, Christo, je t'engage à faire la même chose, qu'apparemment, ça a permis d'enlever l'écho. Alors, tout ce que Christian vient de vous expliquer est intéressant parce que finalement, ça contribue à l'exercice qu'on va regarder maintenant, qui est le pitch. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête que finalement, vous avez créé votre société et vous vendez un produit ou un service, et finalement, vous incarnez votre propre activité. C'est extrêmement important parce que ça vous permet, enfin voilà, vous allez parler de votre produit, votre service, donc vous allez aussi parler de vous, en fait. Et qui connaît mieux que vous-même ce que vous voulez faire et ce que vous voulez vendre. Donc, pourquoi on travaille sur un pitch? Parce que le pitch, c'est finalement un échange qui doit être très rapide, qui vous permet de vous présenter votre activité à quelqu'un que vous rencontrez. Alors, classiquement, dans la vie sociale que nous menons, dès qu'on rencontre des gens un petit peu nouveaux, qu'est-ce qui se passe? Après 2 ou 3 échanges brefs, on vous demande rapidement « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est un grand classique. Donc là, vous avez une opportunité d'expliquer ce que vous faites, que vous avez créé votre entreprise et ce que vous faites et ce que vous vendez. Donc, il y a plein d'opportunités. Alors, vous avez le premier cercle, évidemment, hein, votre famille, quand vous avez fait votre projet ou au fil de votre activité, vous avez votre cercle d'amis. Et puis, petit à petit, le cercle doit s'élargir parce que la famille et les amis, c'est sympa, mais c'est souvent pas objectif, c'est normal. Il y a de l'affect dans les échanges et donc ils vous renverront pas forcément les petits échanges ou les petites choses qu'il faudrait modifier. Mais bon, c'est quand même 2 premiers cercles où on peut s'exercer au pitch. Et donc après, ça va être, vous allez croiser des gens dans la vie de tous les jours, à l'occasion de rencontres prévues, imprévues. Et finalement, il va falloir que vous arriviez à vous mettre dans l'esprit que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous allez parler et répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» ou « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» c'est l'opportunité, finalement, de dérouler votre pitch et d'essayer de convaincre, ou en tout cas de donner envie à la personne qui est en face de vous,
soit d'acheter ce que vous vendez parce que il se trouve que ça correspond à son besoin, vous tombez au bon moment, soit vous ouvrir des réseaux, hein, qui veut dire moi je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser, soit vous dire c'est intéressant, vous posez des questions qui vont finalement vous conduire à vous dire tiens, peut-être qu'il faudrait que j'améliore quelques trucs, que je change un peu, enfin mon offre évolue légèrement, etc. C'est aussi le pitch, l'opportunité de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Quand on est sur les réseaux sociaux, on passe pas 2 heures à expliquer ce qu'on fait. En général, on a une accroche assez rapide qui permet de faire connaître ce que l'on fait. Et donc tout ça permet d'élargir le nombre de ses contacts par système de cascade, si je puis dire. Donc la finalité du pitch, c'est finalement de retenir l'attention d'un futur client, donc d'un prospect, et c'est essentiel pour pouvoir finalement, qu'on vous pose d'autres questions complémentaires pour savoir ce que vous faites, et donc obtenir des rendez-vous, je vous l'ai dit, une carte de visite, savoir à qui rebondir sur quelqu'un où on vous renverra. Voilà, donc c'est le moyen d'élargir finalement les prospects potentiels, et c'est une forme finalement de prospection un peu déguisée. En tout cas, ça peut se traduire comme ça à la fin. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et sur lequel on va un petit peu travailler. Ce qui est important que vous ayez en tête, c'est qu'un pitch, ça se prépare. Donc c'est important, et ça se répète, ça se prépare, on l'écrit parce que on va trouver la bonne phrase, la bonne accroche, et on le retravaillera éventuellement plus tard. Mais enfin, il faut l'écrire parce qu'on oublie des fois ce que l'on dit. Moi, je suis comme Christian, j'anime des sessions sur le développement commercial, et d'un seul coup, quelqu'un trouve un pitch, une phrase qui est vraiment intéressante, et puis il l'oublie parce que c'était dans le flow. Donc voilà, il faut l'écrire, le pitch, et puis l'améliorer, et il faut le tester. Donc le tester, ça peut être, que je vous le disais, au début sur sa famille, son réseau d'amis, et puis après, il faut se lancer dans le quotidien, dans les rencontres que l'on fait. Alors ce que je vous propose, c'est de consacrer juste quelques secondes pour noter, si vous avez de quoi noter auprès de vous, quels seraient de votre point de vue les facteurs clés d'un pitch. Donc on va se laisser quelques secondes pour vous laisser réfléchir, et après on y reviendra, mais je vous laisse quelques secondes. Essayez de réfléchir par rapport à votre activité, votre produit, votre service. Si vous deviez vous présenter tout à l'heure à quelqu'un que vous rencontrez qui vous dise qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous lui diriez pour, en l'espace de 1-2 minutes, essayer de lui résumer finalement ce que vous faites et ce que vous vendez. Voilà. Essayez de vous mettre dans cet état d'esprit-là pendant quelques secondes, et puis après, on va attaquer. Voilà, je vous laisse encore 2-3 secondes, et puis on va passer au slide suivant pour justement essayer de répondre à cette question. Allez, on va dire que vous avez commencé à réfléchir. Alors, voilà les facteurs clés de succès du pitch. Alors, plutôt que de vous lire ce qui serait un peu fastidieux, toutes ces questions qu'il y a là, ce que je vous propose, c'est de vous l'illustrer par 2 exemples. Alors 2 exemples qui sont des exemples réels, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des clients de l'ADI que j'ai croisés soit en session de formation sur le développement commercial, soit dans d'autres occasions, et avec qui j'ai pu discuter justement sur leur pitch. Et donc je vais vous l'illustrer avec 2 exemples, comme ça je crois que ce sera en repartant des questions que vous avez à gauche. Alors mon premier exemple, c'est quelqu'un que j'ai eu en session de formation qui est un garagiste à domicile. Alors, sur la réponse à qu'est-ce que je fais, il vient entretenir votre véhicule à domicile. Voilà, c'est lui qui se déplace et pas vous. Et il vient entretenir votre véhicule, changer une roue si vous avez crevé. S'il y a une panne, il peut à minima faire le diagnostic, voire réparer en fonction de la panne. Qui suis-je et la crédibilité, est-ce que je suis crédible? Alors ça, c'est intéressant parce que on se demande toujours finalement c'est quoi la crédibilité? Au cas particulier, il avait travaillé pendant plus de 10 ans dans un garage et il avait décidé de se lancer ensuite dans son activité. Clairement, si dans son pitch il dit voilà, après 10 ans d'expérience dans un garage, j'ai décidé de me lancer, il a donné dans son pitch le petit éclairage sur le fait que il était crédible puisque c'était son métier d'origine.
Mais la crédibilité, ça peut être autre chose. Ça peut être son expérience professionnelle, c'est le cas particulier. Ça peut être aussi le fait d'avoir une formation. On peut être diplômé, je sais pas, un pâtissier, un boulanger, parce que vous savez qu'il y a des métiers qui exigent un diplôme pour pouvoir les exercer, dans certains métiers artisanaux. C'est une crédibilité. Et puis aussi, ça peut être sa vie personnelle. Et le deuxième exemple que je vous donnerai sera plutôt calé sur la vie personnelle. Tout ça pour vous dire que la crédibilité, ce n'est pas que un diplôme. Loin de là, c'est finalement ce que je suis et ce que j'ai fait avant. Alors, à qui s'adresse mon offre? Eh bien, au cas particulier, il s'adressait à des personnes qui voulaient faire leur entretien de base, par exemple, sans avoir à se déplacer, ou un diagnostic dépannage, sans avoir à se déplacer. Parce que ils ont un certain nombre de raisons qui font qu'ils ne veulent pas se déplacer. Ça peut être je n'ai pas le temps, j'ai pas d'autre voiture, donc si j'emmène ma voiture chez vous, bah, finalement j'ai pas de moyen de retour, j'attends patiemment que vous me la répariez et je perds finalement mon temps pendant ce temps-là, etc. Alors, donc, il a déterminé finalement qui pourrait être intéressé par son offre. Alors, en quoi son offre elle est différente? Parce que moi j'avais trouvé ça très original comme idée, en fait. C'est parce que finalement, moi je me dis, voilà, j'ai des contraintes horaires. Si je dois porter ma voiture le matin, ça va être compliqué pour aller travailler après. Je vais à mon boulot. Et puis, bah, lui, il vient chez moi, il s'occupe de ma voiture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie de rester bloqué au garage pendant le temps de la réparation. Ben, parfait, il se débrouille. Et lui, il avait mis en place le fait de pouvoir venir le samedi. Et vous savez que la plupart des garagistes n'effectuent pas de révision le samedi. En tout cas, c'est souvent le cas. Il n'y a pas cette option. Et donc, ça pouvait dépanner, arranger. Donc, il a trouvé un créneau avec une offre un tout petit peu différente qui a pour fonction finalement de faciliter la vie de ses clients futurs. C'est donc la raison pour laquelle les prospects viendraient plutôt chez lui que chez un garagiste classique. Donc vous voyez qu'on a répondu à peu près à toutes les questions et j'ai voulu vous l'illustrer pour voir le mode de réflexion qu'on peut faire pour pouvoir travailler son pitch après. Alors, j'ai un deuxième exemple qui était une jeune femme qui est traiteur mauricienne sur des plats mauriciens, d'origine mauricienne. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réalise des plats d'origine mauricienne qu'elle peut soit livrer, assez classique, soit qu'elle réalise à domicile. C'est-à-dire qu'elle vient chez vous et puis elle amène tout le matériel et elle fait un dîner mauricien chez vous. Voilà. Et je peux vous dire, pour l'avoir vu faire, c'était pas chez moi, mais c'était chez quelqu'un d'autre, c'était assez remarquable. Alors, pourquoi est-ce que je serais crédible? Tout simplement parce que cette jeune femme est originaire de l'île Maurice, qu'elle y a vécu jusqu'à au moins l'âge de 20 ans, et que donc, elle connaît elle sait de quoi elle parle. Elle n'a pas inventé un concept en se disant, tiens, je vais faire des plats mauriciens. Donc, elle a ses origines de sa vie personnelle lui donnent la crédibilité nécessaire. Alors, à qui s'adresse son offre? Alors ça, c'était très intéressant parce que quand elle me l'a présenté la première fois, elle m'a dit, moi, en fait, ma cible, ce sont plutôt des gens 35-40 ans, plutôt des cadres, donc qui ont des revenus, qui travaillent beaucoup la journée et qui le soir vont peut-être avoir envie de se faire livrer des plats mauriciens, enfin des plats tout faits, pardon, et qui voudraient varier plutôt pour changer de la pizza et des menus asiatiques assez classiques, pourquoi pas des plats mauriciens. Et je lui dis, c'est intéressant, effectivement, en discutant avec elle, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas, par exemple, pensé à des seniors? Et elle me dit, non, pourquoi? Je lui dis, parce que l'île Maurice est une destination assez prisée des seniors et tu pourrais réfléchir à une offre aussi à leur attention. Et donc, après discussion avec elle, finalement, elle a élargi sa cible à deux publics différents. L'un qui était les seniors qui sont déjà allés à l'île Maurice et qui voudraient se refaire une soirée avec les gens qu'ils ont rencontrés là-bas, avec les amis qui se sont faits pour se refaire une soirée mauricienne en mangeant les plats typiques de là-bas, ou bien des gens qui voudraient aller à l'île Maurice et qui pourraient commencer par finalement connaître déjà la cuisine de ce pays. Et elle a aussi élargi son offre en disant, à ce moment-là, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'île, je pourrais leur parler de l'île, leur présenter la culture, les traditions, et pourquoi pas leur donner des bons plans. Donc, vous voyez que
à force de réfléchir autour de son idée première et sur à qui s'adresse mon offre, elle a réfléchi et du coup, son offre est un peu devenue différente. C'est-à-dire, je ne me contente pas de livrer des produits chez vous, pardon. Elle avait déjà eu l'idée de dire, je viens cuisiner chez vous, ce qui déjà est assez un peu plus original, puisque vous n'avez rien à faire, elle amène tout. Et enfin, je peux, au cours de cette soirée, parler de mon île, échanger avec les gens qui sont là et qui ont un intérêt pour mon île, parce que c'est une île que je connais parfaitement bien et donc, où est encore ma famille d'ailleurs. Voilà, et donc pourquoi les gens viendraient plutôt chez moi ou opter pour mon service? Parce que j'offre quelque chose de plus que la cuisine mauricienne, et c'est-à-dire un peu une âme en fait au produit en parlant de mon pays. Donc c'est important le pitch, pourquoi? Parce que vous voyez bien que au cas particulier de mon deuxième exemple, ça lui a permis, en le présentant, son pitch initial, qui n'était pas aussi large qu'après, de finalement trouver d'autres idées auxquelles elle n'avait pas pensé parce que ça lui est pas venu juste à l'idée. Donc le pitch, c'est il doit être facilement compréhensible, il doit être précis, il doit mettre en avant sa différence et il doit donner envie. Et vous voyez que dans les deux exemples que je vous ai cités, on se trouve bien dans cette situation où on a quelque chose d'assez, je dirais, décalé par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, hein, que ce soit faire entretenir sa voiture chez soi, ou bien finalement de faire venir quelqu'un chez soi pour faire une cuisine ethnique en lui permettant en ayant l'option de découvrir finalement la région d'où vient cette personne. C'est des choses un petit peu originales et qui vont faire la différence. Une fois que j'ai dit ça, c'est qu'un pitch, ça ne doit pas durer des heures. Mais moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est tout le travail qu'on fait en amont, le recensement en répondant à toutes les questions que vous voyez là, qui va vous permettre de construire un pitch qui ne doit pas donc durer plus de, allez, on va dire 2 minutes, et sur lequel on ne révèle pas forcément tout, mais où on va donner envie à la personne à qui on l'explique de poser des questions complémentaires et donc de rentrer dans une discussion où à la fois elle va mieux vous connaître et en même temps, probablement que par les questions qu'elle va vous poser, va peut-être enrichir votre offre, ou vous donner des idées que vous mettrez ou pas en œuvre rapidement, hein, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, mais qui vous permettront en tout cas de vous donner des idées pour du développement d'offres ultérieures, si vous ne pouvez pas le faire immédiatement, et qui vont vous ouvrir d'autres champs, en fait. Voilà. C'est en ça que le pitch est extrêmement intéressant. Donc, il faut le préparer en répondant à ces questions, le répéter, parce qu'il ne faut pas que quand vous rencontrez quelqu'un, vous commenciez à sortir vos notes, hein, donc ça doit être quelque chose qui devienne un peu automatique. Il faut l'écrire au départ, parce que c'est comme ça qu'on mémorise aussi, et il faut le tester. Alors il faut le tester, je vous le disais, cercle immédiat, famille, amis, et puis petit à petit, on teste auprès d'autres gens que l'on rencontre. Alors vous verrez plus tard, c'est-à-dire la semaine prochaine, quand on travaillera sur le module 2, que le pitch, il sert pour beaucoup de choses. Il sert évidemment pour la partie enquête, hein, que l'on va faire sur ses prospects potentiels. Il sert aussi pour sa communication, comme Christian le disait tout à l'heure, quand on fait des communications sur Facebook et qu'on veut se présenter, on met 2 phrases, 3 phrases maximum, hein. Après, l'objectif, c'est d'attirer l'attention, de donner envie de revenir chez vous. Et puis, il sert aussi aux actions de prospection, puisque on va pas, par exemple, si je reprends mon exemple mauricien, si cette jeune femme a envie de s'adresser à des seniors qui ont été ou vont aller à l'île Maurice, elle a intérêt probablement à se rapprocher d'agences de voyage pour voir si elle ne peut pas mettre son offre associée ou se faire connaître en tout cas via les agences de voyage. Vous voyez, ça peut vous donner des idées pour des prospections, des moyens de prospection complémentaires à ce à quoi vous auriez pu penser au départ. Alors, vous trouverez, on vous a mis là un certain nombre de ressources sur lesquelles, puisque vous aurez la présentation à l'issue des 3 modules, ce sont des ressources sur lesquelles vous pouvez aller voir pour vous donner des éléments complémentaires à ce que nous venons de dire.
Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, on voulait vous présenter, même si on ne va pas forcément y passer un temps fou, mais on voulait quand même vous présenter cette matrice qui est communément connue sous le nom de SWOT, puisque c'est en anglais bien sûr, et donc qui en fait traduit en français, ça dit force, faiblesse, opportunité, menace. Alors, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de réfléchir sur votre produit, votre marché, votre stratégie, et vous poser un certain nombre de questions. Alors, il n'est pas forcément évident écrit comme ça. Je vais essayer de vous l'illustrer avec un exemple, et puis Christian en aura sûrement d'autres, auquel cas je lui passerai après la parole. Par exemple, c'est un cas auquel je pense, coiffeur de nattes africaines. Alors, ça peut paraître comme ça, il y en a beaucoup, mais par exemple, vous vous dites, ben, tiens, je vais vendre des produits, parce que souvent les cheveux des jeunes femmes ou des femmes africaines ne sont pas très faciles à travailler, et donc elles ont souvent des produits un peu spécifiques. D'ailleurs, maintenant, on les trouve dans les grandes surfaces, c'était pas le cas avant, mais voilà, avant on trouvait beaucoup, on les trouvait uniquement dans ces magasins où on tresse des tresses africaines. Donc c'est quand même un atout puisque souvent ce sont des produits connus par une communauté. Hein, voilà. Alors la faiblesse, c'est que effectivement on est vite rattrapé par la patrouille puisque maintenant ces produits se vendent en grande surface. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce que vous allez pouvoir amener en complément pour compenser avec des gens qui vous diront bah, je préfère les acheter en grande surface, c'est moins cher. Voilà. Et là, il faut peut-être travailler sur la qualité des produits, le fait que voilà, ils sont pas forcément, ils sont vraiment adaptés parce que vous connaissez la nature des cheveux, etc. Sur le marché, en fait, cette jeune femme était dans un petit local, dans un endroit où il y avait eu des commerçants à une époque, mais c'était un petit peu une galerie un peu désaffectée, je vais dire comme ça. Et donc, finalement, elle ne captait que les gens qui la connaissaient vraiment, et puis par le bouche à oreille, ce qui est déjà pas si mal, mais pas aussi intéressant pour élargir son activité. Et puis, elle a appris que cette galerie allait intégralement être revue, refaite pour être modernisée. Vraie opportunité. Plus de passages, il y avait de mémoire, il y avait un arrêt de bus qui allait être mis à côté, enfin donc beaucoup plus de passages potentiels, donc opportunité, mais aussi menace, parce que du coup, il n'était pas exclu qu'il y ait d'autres coiffeurs qui se mettent à côté, voilà, et donc il fallait qu'elle réfléchisse, c'est un exemple parmi d'autres, hein, à comment elle allait jouer sur ce qu'elle savait bien faire aujourd'hui et qui était un vrai atout, comment ce qui était peut-être moins évident et sur lequel il fallait qu'elle se renforce, et puis les opportunités donc, et les menaces. Donc, dans un premier cas, on se focalise sur l'entreprise, ceux qui sont mes atouts, mais ce que je devrais améliorer ou acquérir ou développer, et mon marché à côté qui sont mes opportunités parce que les choses bougent et que ça me permet de me développer. Oui, mais je ne suis pas toute seule et il y a des concurrents qui vont arriver et qui n'étaient pas là aujourd'hui, ou bien au contraire, effectivement, l'endroit où je suis, il va y avoir des travaux qui vont menacer mon activité momentanément et je risque de perdre mes clients et la fidélité de mes clients. Donc voilà, peut-être Christian, tu veux rajouter des choses sur cette matrice ou d'autres points évoqués d'ailleurs dans ce que Non, je je vais juste rajouter quelques points sur la matrice parce qu'on l'utilise finalement peu et je vais vous donner juste deux exemples. La plupart, je ne connais pas votre statut, mais la plupart des gens que l'on aide à la DIN, de nos créateurs, sont auto-entrepreneurs. Pas la majorité, mais une grande, si je pense la majorité. Et en fait, d'être auto-entrepreneur, c'est votre entreprise, eh ben, c'est une force. Pourquoi? Parce que vous êtes tout seul, donc vous connaissez parfaitement le client, votre entreprise, vous êtes réactif et votre client sera sûr que vous allez donner le meilleur de vous-même et qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. Donc, d'être auto-entrepreneur, c'est une force. Mais c'est aussi une faiblesse. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez en face de vous un client qui se développe beaucoup, ben vous n'aurez pas les structures pour le suivre. Vous êtes une petite structure. Donc, vous voyez, un seul statut,
c'est une force et une faiblesse. Donc, quand vous raisonnez sur votre produit, il y a un point qui peut être une force, mais une force peut être aussi une faiblesse. Donc, essayez de voir les deux faces, la blanche et la noire, parce que à toute force, vous aurez une faiblesse qui fera pendant. Maintenant, le marché. Je voudrais juste vous donner un exemple au niveau des menaces, par exemple. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait un grand fabricant de films numériques, pas numériques justement, argentiques, qui s'appelait Kodak. Il était énorme, c'était un monstre, c'était le leader sur le marché de la photo. Il a bien entendu parler du numérique qui arrivait, mais il était tellement sûr, c'était un tête dinosaure, qu'il était intouchable, parce qu'il avait le marché, presque tout le marché, que ça marchait bien. Eh ben, il n'a pas vu venir le numérique. Et ben maintenant, Kodak n'existe plus, ou trois fois rien. Donc, vous voyez, même pour des monstres comme Kodak, vraiment des grosses entreprises, eh ben, il y a des menaces qu'il faut regarder. Il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas croire que parce qu'on est gros, on vivra toujours. Même si jamais vous avez un produit qui est unique, eh ben, il y a peut-être quelqu'un qui un jour viendra vous concurrencer avec un produit qui sera ou plus performant, ou plus moderne, ou moins cher. Donc, regardez bien autour de vous ce qui se passe et ayez des antennes. Ne restez pas dans votre petite bulle. Regardez un peu ce qui se passe autour. Les opportunités, on en a une en ce moment avec le confinement, avec le développement, je ne sais pas combien de pourcents, 800%, d'une société qui démarrait en disant je vais faciliter l'intercommunication parce qu'il y a WeChat, WhatsApp, où les gens dialoguent mais sans parler. Il a créé Zoom. Il est bien tombé, mais l'opportunité était là et je pense que des gens qui réfléchissent à l'avenir, ils ont un cran d'avance par rapport à la concurrence. Donc, ne soyez pas enfermés sur vous-même, même si votre produit marche bien. Regardez toujours ce qui se passe autour, s'il y a des concurrents, quelles sont vos forces. Ça vous permettra peut-être d'être encore plus fort en développant d'autres produits ou autres. Donc, réfléchissez, prenez un peu de recul. C'est un inconvénient, entre guillemets, d'être tout seul. C'est aussi un avantage parce qu'on fait ce que l'on veut, mais on n'a souvent pas le temps de prendre du recul par rapport à la vie de tous les jours et de voir ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, réfléchissez à votre avenir, l'avenir de votre entreprise et ce qui se passe autour de vous. Voilà ce que je voulais dire sur le SWOT et je pense que c'était le dernier slide. Donc, écoutez, on va en finir là. Je pense qu'il y a des questions, mais on pourra les aborder ou revoir un peu en début de la session prochaine, qui est lundi à 14h. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera toutes et tous. Et bon week-end. Jean-Michel, je te passe la parole. Merci Christian, merci beaucoup Christian Pascal pour cette présentation. Merci aussi aux participants parce que j'ai vu qu'il y avait de nombreux échanges sur le chat et c'est génial de pouvoir faire ça. Y a-t-il petite question? Petite non, mais voilà, c'est une. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas de questions, un grand merci. Excellent. Passez un bon week-end. Un bon week-end à vous aussi, Guy. Un bon week-end à tout le monde. Bon week-end, Pascal. Bon week-end, Christian. Merci beaucoup. Et on se retrouve lundi à 14h. Voilà. C'est noté. Profitez du soleil. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.